Cet épisode commence bien après l'été 2011. Ça fait un moment qu'avec les autres journalistes, nous ne campons plus avec nos caméras devant la cour de justice de Manhattan ou la résidence surveillée de DSK dans le quartier de Tribeca. L'ancien président du FMI est rentré en France depuis déjà plusieurs mois. Et ses déboires judiciaires aux États-Unis n'occupent plus la première place de l'espace médiatique. Jusqu'au jour où un journaliste américain décrit dans un long article ce que montrent les vidéos des caméras de surveillance du Sofitel. Exactly after they called the police, 90 seconds after it, two men walk southward down the corridor, disappear from the security camera. 90 secondes après avoir appelé la police, exactement 90 secondes après, deux hommes marchent dans le couloir sud et passent hors de portée de la caméra de vidéosurveillance. J'ai demandé à voir les images de la caméra suivante. Et là, je vois ce truc absolument incroyable. Les deux hommes, qui sont tous les deux très grands, font une danse de la victoire. Ils se tapent dans les mains, se serrent les mains, se prennent dans les bras et dansent pendant 4 minutes. Quand on voit ça, je ne pense pas qu'on puisse penser différemment que moi. On se dit, ils sont en train de fêter quelque chose. Le journaliste américain qui dévoile ces enregistrements s'appelle Edward Epstein. À partir de ces images, il élabore une théorie qu'il publie le 26 novembre 2011 dans un article du New York Review of Books, un magazine très chic de New York. Cette théorie fera le tour du monde. À 78 ans, Edward Epstein vient de signer l'enquête la plus médiatique de sa carrière. Le journaliste a eu accès aux images de vidéosurveillance du Sofitel, un passage bien précis l'a troublé. Ces révélations d'un journaliste américain qui relance aux yeux des avocats de l'ancien directeur général du FMI la thèse du complot. Qu'est-il réellement arrivé à Strauss-Kahn demande le journaliste Edward Epstein. Il n'apporte pas de réponse, mais pose beaucoup de questions. Au chapitre précédent, on a vu que le procureur avait choisi d'abandonner les poursuites au pénal contre DSK, qui avait pu rentrer en France libre. Nafissatou Diallo et ses avocats avaient alors déposé une plainte devant un tribunal civil en cet été 2011. L'objectif des procès au civil dans la justice américaine, c'est d'obtenir des réparations, donc de négocier une somme d'argent au titre des dommages et intérêts. La pression exercée par les deux camps reste donc extrêmement forte, même après le retour de DSK en France. Dans ce chapitre, on va expliquer cet apparent complot qui tient en haleine les Français comme un film d'espionnage, alors que cette vidéo, aussi intrigante soit-elle, pourrait être lue autrement. Je suis Anne-Cécile Genre. Je suis Marine Pradel. Vous écoutez Shame on You, chapitre 6. La danse des complots. Hello. Hi Ed, how are you? Good. Where are you? Edward Epstein, qui se fait appeler Ed, a désormais 88 ans. Il a accepté de nous parler par téléphone. How did you come to actually investigate on this story? How come you were interested in this? Well, there was one part of the story that sort of... Eh bien, il y a une partie de l'histoire qui m'a intrigué. C'est qu'il a dit que son téléphone avait disparu et que la police n'a pas trouvé le téléphone. Tout est parti d'un téléphone, oublié par DSK dans sa désormais fameuse chambre d'hôtel numéro 2806. Ce téléphone perdu causera sa perte puisqu'il appelle l'hôtel depuis l'aéroport pour leur demander de le récupérer. Et il révèle ainsi sa position à la police. Et à ce stade, je suis allé voir une bonne amie. Elle avait organisé une fête à New York, il y avait beaucoup de monde. J'ai demandé à ce qui l'amenait à New York et elle m'a répondu « Je suis venu rendre visite à Dominique. Je vais y aller demain. » Dominique qui ? Elle me répond « Strauss-Kahn, DSK. » J'ai dit « Tu le connais ?» Elle a dit « Oui, je suis très ami avec lui. Nous passons nos vacances ensemble à Marrakech. » Et j'ai dit, bien, si je te donne une question à poser, peux-tu lui transmettre ? Bien sûr. Et j'ai écrit une petite question sur la disparition de son téléphone.
Et c'est le début de tout le reste. Parce qu'il m'a répondu. Il a dit « Vous devriez en parler à mes avocats ». Je suis allé voir ces avocats et j'ai obtenu un grand nombre de données très spécifiques. Ces données, ce sont les factures téléphoniques, qu'on appelle aussi fadettes, les relevés des cartes magnétiques et les vidéos de surveillance du Sofitel. Elles sont dans le dossier de l'instruction et seuls les avocats de la défense de DSK y ont eu accès, pas ceux de Nafissatou Diallo. Grâce à ses contacts, Ed Epstein devient le premier journaliste à en prendre connaissance. Quand Epstein sort son scoop, à l'époque, mon chef m'affecte quasiment à temps plein sur l'affaire. Je suis chargée pour le compte d'une chaîne de télévision française d'essayer de négocier l'accès et donc la diffusion des images de vidéosurveillance du Sofitel. Mais donc, je me rends chez lui et je force un peu l'entrée, quoi. Do you remember how we met, you and I? Yes, I remember when the story broke. Oui, je me souviens. Quand l'histoire est sortie, il y avait une foule de journalistes à ma porte. En me réveillant le matin, je les ai vus et je n'avais aucune idée de ce qu'ils faisaient là. J'ai fini par leur dire de déguerpir et je me souviens que j'ai rouvert la porte pour m'assurer qu'ils étaient partis. Mais que vous étiez toujours là. Alors, je vous ai invité à entrer. C'est ainsi que je vous ai rencontré pour la première fois. On fait souvent des points ensemble sur l'affaire, etc. Il m'utilise pour vérifier certaines informations en France et moi, j'essaye de négocier cet accès aux vidéos de surveillance. En plus d'avoir des amis en commun avec DSK, Ed Epstein a une réputation qui le précède et qui a dû jouer en sa faveur pour que les avocats acceptent de communiquer avec lui. Il est spécialisé dans ce qu'il appelle le débuscage des manipulations et des complots cachés. Le premier de ces faits d'armes remonte aux années 1960. Un livre-choc sur le travail de la commission Warren, chargée d'enquêter sur l'assassinat du président Kennedy. Je ne suis pas intéressé par la couverture journalistique des histoires que tout le monde raconte. Je cherche toujours un angle différent, un côté différent d'une histoire. Et cela m'amène souvent à chercher à savoir s'il y a eu une conspiration. En droit américain, une conspiracy, c'est une entente entre au moins deux personnes pour commettre intentionnellement un acte illégal. Un peu comme ce qu'on appelle association de malfaiteurs en droit français. Donc quand Ed Epstein se définit comme un journaliste débusqueur de conspiration, il ne se revendique pas conspirationniste pour autant. Ce n'était plus l'histoire d'un téléphone disparu. Très vite, tout en écrivant mon article, il est devenu clair, d'après la chronologie des événements, et comme le montrent les images de vidéosurveillance, qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'agression normale sur une femme, avec la femme qui va ensuite appeler la police. Les deux agents de sécurité l'ont convaincu et ce sont eux qui ont appelé la police. Puis ils sont allés dans une autre pièce et ont fait une danse de la victoire. Normalement, quand un crime sexuel vient de se produire dans un hôtel et qu'un des clients habitués est impliqué, le personnel de cet hôtel devrait se sentir humilié. Pour une raison qui m'échappe, ces personnes de la sécurité sont en train de s'en réjouir. Et quand j'ai eu accès à leurs factures de téléphone, j'ai vu qu'il y avait une série d'appels. J'ai suggéré qu'ils soient en contact avec des personnes extérieures à l'hôtel. Et il se trouve que ces contacts étaient à Paris, au siège du groupe Sofitel. À la lecture de l'article d'Ed Epstein, une conclusion s'impose d'elle-même. Il est possible que leur comportement soit dû à une récompense. D'après Ed Epstein, les deux hommes se réjouissent parce que leur hiérarchie a validé l'appel à la police et promis une récompense. Cette hiérarchie est en contact avec le président de la République de l'époque et adversaire de DSK à la présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy.
Ce n'est plus le comportement de Dominique Strauss-Kahn qui est en jeu, mais bien la gestion de cette affaire par le Sofitel, avec en filigrane la théorie du piège mise en avant depuis le début par Dominique Strauss-Kahn pour sa défense. Nous espérons que Sofitel va aider à répondre à toutes ces questions. Nous espérons aussi que le gouvernement français fournira des réponses pour savoir quels échanges il y a eu ce samedi et ce dimanche-là entre les autorités françaises et la police de New York. Oui, monsieur Kerry ? Oui. Oui, bonjour, c'est Anne-Cécile, la journaliste. Oui, vous êtes en bas ? Oui, je suis en bas. Je viens vous chercher. Ok, super. Alors mon nom c'est Kerry, mon prénom René Georges. J'étais directeur de la sécurité du groupe hôtelier Accor. C'est lui, la hiérarchie qu'Ed Epstein cite nommément dans son long article. J'ai quitté la police le 1er juin 2003 pour rejoindre le groupe Accor, que j'ai quitté le 31 août 2011. Joe Kerry est l'ancien patron de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, puis de l'antiterrorisme. Le 14 mai 2011, il s'en souvient très bien. C'était un samedi. J'avais assisté au Stade de France à la finale de la Coupe de France. J'étais en tribune officielle parce que je travaille avec la Fédération française de foot accessoirement. Il y avait d'ailleurs ce soir-là Sarkozy, Gaudin, que je connais très bien, son directeur de cabinet de l'époque. Il y avait également Martine Aubry en tant que maire de Lille. Quand le match s'est terminé, je suis rentré à la maison. Il est environ minuit. Le téléphone a sonné et j'ai le permanent du groupe Accor qui me dit « Je vais te donner une nouvelle absolument hallucinante. Dominique Strauss-Kahn est en garde à vue dans un commissariat à New York. Il a agressé, semble-t-il, ce qu'il me dit, il a agressé sexuellement une de nos femmes de chambre. » Alors moi, je suis quand même assez incrédule. Je me dis « Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire un peu bizarre ?» Je me dis, qu'est-ce que je fais de cette info ? Puis je me dis, je vais appeler mon copain Ange Mancini à l'Élysée. Alors Ange Mancini est un copain de plus de 40 ans, 45 ans. Donc je l'appelle, il me répond, il a la voix claire, moi aussi. Je vais t'annoncer un truc, c'est que Strauss-Kahn est en garde à vue dans un commissariat de New York. Au bout du fil, un gros blanc. Il me dit, ok, je te remercie, mais je n'étais pas au courant, puis on raccroche. Ed Epstein a les fadettes, donc les factures détaillées des appels émis depuis le Sofitel de New York. Mais il n'a pas le contenu exact des conversations téléphoniques, ni des messages envoyés. Au moment de l'écriture de son article, il tente d'appeler un numéro américain qui figure dans la liste des appels qu'a passé le responsable de la sécurité du Sofitel de New York avant l'appel à la police, soit avant 13h30 heure de New York. Une personne lui répond et finit par lui raccrocher au nez. Toujours selon Epstein, cette personne a un fort accent français. Cela constitue, selon lui, la preuve que ce numéro est bien celui de la direction du groupe Accor. Et donc, que le responsable de la sécurité du Sofitel New York a appelé la direction du groupe Accor avant d'appeler la police. Toujours selon Epstein, Joe Kerry, le directeur de la sécurité du groupe Accor, a donc forcément été mis au courant à ce moment-là, à 19h30 heure française, 13h30 heure de New York. Or, le souvenir de Joe Kerry, de son coup de fil reçu à minuit heure française, 5 heures après l'appel à la police, contredit les affirmations d'Ed Epstein. En réalité, j'avais quasiment pas de contact avec les États-Unis. Qu'on vienne fouiller dans mon ordinateur, dans mon téléphone portable, le téléphone de ma femme, le téléphone de mes enfants, toute ma famille, tout mon entourage, et vous ne trouverez pas un seul contact téléphonique et un seul lien informatique avec les États-Unis sur ces 6 derniers mois. En novembre 2011, c'est la seconde fois que Joe Kerry est accusé dans l'affaire du Sofitel d'être l'artisan d'un complot ourdi par l'Élysée. La première fois, c'était en juillet 2011. Ce sont 2 députés socialistes qui lancent pour la première fois la théorie d'un complot. L'un s'appelle François Loncle, il est député quelque part en Normandie. Et l'autre est Julien Drey. Et Julien Drey, notamment, fait des déclarations à la presse et il dit « Je ne désigne personne, mais le responsable de la sécurité du groupe Accor, quand l'affaire s'est déroulée à New York, a tout de suite téléphoné à Ange Mancini pour l'informer, etc. » Il laisse sous-entendre que j'appelle Mancini pour lui dire « Opération accomplie, on a piégé le bonhomme ».
En clair, il lance l'idée que moi, télécommandé par l'Élysée et par Sarkozy, j'ai mis entre les mains, si j'ose dire, de Dominique Strauss-Kahn une femme pour l'inciter à un acte sexuel spontané, non prémédité et un peu forcé, de façon à le piéger, à faire en sorte qu'il soit coincé par la justice américaine et la police américaine. Et là, évidemment, ça part pendant 8 jours, c'est un joyeux bordel, on ne parle que de ça, la provoque, le ceci, le cela, bref. L'article d'Ed Epstein remet une pièce dans la machine à complot. Comment vous l'avez vécu, cet emballement médiatique? Alors, dans un premier temps, ça m'a fait franchement rigoler. Au début, on parlait de moi, etc. Les potes m'appelaient, total respect, tu fais tomber les futurs présidents de la République, ça m'a fait rigoler. Mais j'ai trouvé qu'à un moment donné, ça allait un peu loin, qu'on me faisait vraiment passer pour un voyou, un type tordu, puis en même temps pour un con, parce que franchement, je ne m'y serais pas pris comme ça. Je vais vous faire à l'inverse la démonstration. Si on m'avait chargé de piéger Strauss-Kahn, j'aurais déjà attendu qu'il soit choisi, qu'il soit désigné par les électeurs aux primaires pour être le candidat. Donc j'aurais attendu et j'aurais choisi comme moment pour monter l'opération février. Ça met toute la campagne de la gauche à plat. Elle doit retrouver un candidat qui doit improviser la stratégie et reprendre le flambeau. Et là, ça affaiblit considérablement la gauche dans une compétition présidentielle. Ok. Alors, je vais chercher le truc. Conf de presse, Nafi Diallo, non, c'est pas ça. L'article d'Ed Epstein, intitulé « Qu'est-il vraiment arrivé à Dominique Strauss-Kahn ?» sort en ligne sur le site du New York Review of Books le 26 novembre 2011. Les vidéos de surveillance du Sofitel sont diffusées à la télévision 12 jours plus tard, le 8 décembre. En fait, c'est un fichier qui date de décembre, c'est beaucoup plus tard. Ouais, je vais noter, attends, c'est ça. Hello everyone. Thanks for coming today. I'm Ken Thompson. This is my partner Doug Wigdor. We represent Nafissatou Diallo. Kenneth Thompson et Douglas Wigdor, les avocats de Nafissatou Diallo, les découvrent le même jour que le reste du monde. Or, même s'il n'y a pas eu de procès au pénal, une procédure au civil est en cours de préparation. Ils défendent toujours Nafissatou Diallo. We're here today because someone On vous a réunis ici parce que quelqu'un a fait fuiter les vidéos de surveillance du Sofitel à la presse. On est là pour y répondre. On a retrouvé dans nos archives cette conférence de presse dans leur cabinet de la 6e avenue de Manhattan. On l'avait complètement oublié. Face aux avocats, on entend Marine qui pose des questions. D'où elles viennent, ces vidéos, d'après vous? Ça, c'est intéressant. Je peux vous assurer que mon associé Doug Wigdor et moi, nous découvrons ces images pour la première fois aujourd'hui. Nous ne les avions jamais vues avant. Certains d'entre vous nous ont appelés pour nous prévenir qu'elles étaient en ligne. Quelqu'un les a faites fuiter à la presse, et sans doute pour une raison bien précise. C'est pour redorer le blason de Dominique Strauss-Kahn, pour vous faire croire que c'est lui la victime. Donc il a un projecteur vidéo, comme s'il nous présentait la météo. Il nous montre sur un écran les images qui ont été sorties par Epstein, DSK qui sort de l'hôtel, qui passe à la réception. Vous voyez ici Dominique Strauss-Kahn sortir de l'ascenseur ce matin-là. Il marche vers la réception. Ce qu'on ne voit pas et que plusieurs témoins ont raconté, c'est qu'il avait des restes de dentifrice sur le bord de la bouche. Il sort de l'hôtel et là, je rappelle qu'il est le directeur du FMI à l'époque, il saute dans un taxi new-yorkais. Vous pensez vraiment que Dominique Strauss-Kahn prenait des taxis jaunes en 2011 à New York ? Notre cliente, Nafissatou Diallo, sort de l'ascenseur avec un des hommes de la sécurité. Elle porte toujours son tablier d'uniforme. Elle a déjà expliqué la situation au 28e étage. Là, elle va tout répéter au chef de la sécurité qui est en poste ce jour-là. Et voilà, ça c'est important. Cette personne, c'est sa supérieure, Renata. Mademoiselle Diallo pousse Renata dans le couloir, comme l'a fait Dominique Strauss-Kahn avec elle. C'est très important. Pourquoi ? Parce que Mademoiselle Diallo, à ce moment-là, n'a aucune idée de qui est Dominique Strauss-Kahn. Ça se passe juste après que Dominique Strauss-Kahn a sauté dans un taxi pour fuir l'hôtel. Vous êtes en contact avec le groupe Accor ? In terms of, for example, Pourquoi ils ont attendu 1 heure pour appeler la police?
C'est une très bonne question. Il y a des gens qui croient que le groupe Accor a attendu pour prévenir la police. Et ces gens, qui sont des conspirationnistes, pensent que c'est volontaire de la part de l'hôtel. Mais comprenez bien, Mademoiselle Diallo décrit 2 fois ce qui lui est arrivé. Puis les 2 supérieurs l'emmènent au bureau de la sécurité de l'hôtel et vous avez vu ce qu'il s'y passe. Elle rejoue la scène en poussant Renata dans le couloir. Donc il n'y a aucune volonté de retarder l'appel à la police. Ils en viennent à la fameuse vidéo où les 2 hommes imposants effectuent une série de gestes inattendus. Contrairement à ce que dit Ed Epstein, cette « danse » entre guillemets ne dure pas 4 minutes, mais seulement 8 secondes. Vous avez une idée de la raison pour laquelle les 2 employés sont en train de danser ? Écoutez-moi bien, j'aimerais que vous reteniez tous une chose, c'est que Nafi Diallo ne danse pas. Elle n'a rien à voir avec un quelconque mouvement de danse ou de joie. Regardez Nafissatou Diallo, regardez-la bien. Est-ce qu'elle danse ? Est-ce qu'elle fait la fête ? Elle s'est rendue à l'hôtel ce jour-là pour faire son travail. Elle est rentrée dans cette chambre pour la nettoyer. On n'arrête pas de le répéter. Et maintenant, à cause de vos théories, elle doit se battre contre des idées fausses, contre des théories conspirationnistes dont le seul objectif est de faire passer DSK pour une victime. Ce jour de novembre 2011, pendant sa conférence de presse improvisée, Kenneth Thompson, l'avocat de Nafissatou Diallo, apporte une toute autre interprétation de ces images de vidéosurveillance. Mais c'était moins mystérieux, moins croustillant. C'était le récit d'une agression sexuelle tristement banale. Nous avons interrogé Doug Wigdor, son 2e avocat, sur ce qu'il a pensé des vidéos. J'ai ma propre théorie sur ce qui se passe sur cette vidéo et je vais vous l'exposer. Si vous regardez bien la vidéo, il me semble que ça coule de source. Malheureusement, ce que font ces 2 hommes, c'est qu'ils se moquent de Nafi. Regardez bien la vidéo. Ils ne dansent pas, en fait. Ils font des mimiques qui reprennent tout ce qu'elle vient de leur dire. Il y a même un moment où l'un des 2 gars attrape la tête de l'autre et le force à se baisser, comme s'il voulait le forcer à faire une fellation. Ils se foutent de sa gueule. C'est une femme noire, venue d'Afrique de l'Ouest. C'est une immigrante qui ne maîtrise pas l'anglais. Elle est très animée quand elle parle, et elle utilise un ton un peu particulier. Et même si ces personnes de la sécurité l'ont sans doute cru, ils n'ont pas pu s'empêcher de se moquer d'elle. Regardez la vidéo et faites-vous votre propre opinion. Tout ça pour ça. Tout ce déploiement d'énergie et de théorie pour ne pas voir ce qui serait en réalité un comportement bassement humain. 2 hommes qui rigolent des malheurs d'une femme obligée de décrire une scène d'agression sexuelle dans une langue qu'elle ne maîtrise pas. Une femme différente, qui vient de loin. De tellement loin qu'avec tous les efforts du monde, ni ces 2 hommes, ni nous, on aurait pu se représenter la trajectoire qui est la sienne. Donc ça ne me surprend pas que Nafi ait été répudiée, même par des gens de la Guinée. Et elle vient en Amérique, elle n'est pas mariée et tout cela, elle travaille là. C'est un fardeau qu'elle portait et qu'elle continue de porter. On verra ça dans Shame on You, chapitre 7, Origine. Shame on You, un podcast imaginé et écrit par Anne-Cécile Genre et Marine Pradel. Réalisation, mixage, musique originale, Théo Boulanger. Production, Studio Fact Audio.